Je suis parti à la retraite après 38 ans d'enseignement et je me suis installé seul dans notre maison de campagne, celle où mon mari avait taillé chaque rosier, posé chaque pierre du muret, planté chaque pied de lavande. Je cherchais le silence. Je cherchais à finir mes jours avec dignité, dans la paix que j'avais méritée. Puis ma fille m'a appelé un jeudi matin de novembre. « Maman, les parents de Renaud ont besoin de venir chez toi. C'est décidé, c'est provisoire. Mais Lucie, cette maison n'est pas faite pour... Tu as 4 pièces et tu vis seule. Ils arrivent vendredi en 15. » Elle a raccroché. Je les ai accueillis avec du café chaud, avec des sourires, avec toute la courtoisie que 38 ans devant des élèves m'avaient apprise. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà pris ma décision. Et quand ils ont commencé à se plaindre de l'humidité, du puits, des nuits sans réseau, des bêtes dans le grenier, je souriais seulement, parce que tout ça n'était que le début. Je m'appelle Hélène Marchetti, j'ai 69 ans. J'ai enseigné le français et la littérature pendant 38 ans dans un collège de province. Mon mari, Bernard, est mort il y a 3 ans d'un infarctus, un mardi matin ordinaire, alors qu'il taillait justement ses rosiers dans le jardin. Je l'ai trouvé là, parmi ses fleurs, comme si la terre l'avait simplement réclamé. Après sa mort, je n'ai pas pu rester dans notre appartement en ville. Tout me parlait de lui, le carrelage de la cuisine qu'il avait posé lui-même, le fauteuil où il lisait le soir, la tasse ébréchée qu'il refusait de jeter. Alors j'ai pris une décision que personne autour de moi ne comprenait vraiment. Je suis venu m'installer définitivement dans notre maison de la Drôme, une vieille bâtisse de pierre au bout d'un chemin de terre, avec un puits, un verger abandonné, un jardin où Bernard avait passé tous nos étés. J'ai vendu les meubles de ville, j'ai mis de l'argent de côté pour remettre la maison en état, pour isoler, pour réparer la charpente. Je voulais y vivre mes dernières années, simplement, honnêtement, sans bruit. Pendant 10 mois, j'avais vécu exactement ça. 10 mois de paix absolue. Je me levais tôt, je lisais, je marchais dans les champs, je m'occupais du jardin, je regardais la lumière changer sur les collines le soir. Je n'avais besoin de rien d'autre. Jusqu'au jeudi matin où le téléphone a sonné et où la voix de ma fille a tout changé. Lucie n'avait pas demandé comment j'allais. Elle n'avait pas pris de nouvelles depuis presque 3 semaines. Elle est allée directement à l'essentiel, comme on passe une commande. « Maman, les parents de Renaud vont venir chez toi pour un moment. » J'ai senti quelque chose se contracter dans ma poitrine. Comment ça, chez moi? Ma voix me semblait étrangère, comme si elle appartenait à quelqu'un. C'est provisoire, on rénove leur appartement, ça prend 2 mois, peut-être 3. Et ils ne peuvent pas rester ici, on n'a pas la place. Provisoire. Ce mot a flotté dans l'air comme de la fumée. J'avais enseigné la langue française pendant presque 4 décennies. Je savais ce que les mots voulaient vraiment dire. Provisoire. Dans la bouche d'un enfant qui a besoin de quelque chose de vous, ça veut dire jusqu'à ce que ce soit trop tard pour protester. J'ai essayé de raisonner calmement. Lucie, cette maison n'est pas adaptée. Il n'y a pas le chauffage central, le puits a ses caprices, il n'y a pas de réseau téléphonique digne de ce nom. La route n'est pas goudronnée jusqu'ici en hiver. Ma fille a soupiré, ce genre de soupir qui signifie que tu es le problème. Maman, tu as 4 chambres et tu vis seule. C'est ridicule. Ils arrivent vendredi en 15. Renaud les amène. On a déjà acheté les billets de train. Ça ne se discute pas. Elle a raccroché. Comme ça, sans au revoir, sans merci, sans m'accorder la courtoisie d'une vraie conversation. Je suis resté avec le téléphone dans la main, dans le silence de ma cuisine, avec dehors le vent qui passait dans les platanes et la lumière de novembre qui rendait tout pâle et froid. J'ai pensé à Bernard. Je me suis demandé ce qu'il aurait fait à ma place. Il aurait ri, probablement. Il aurait dit quelque chose comme « Les ennuis arrivent toujours quand on commence à croire qu'on est tranquille ». Et puis il aurait trouvé un moyen. Bernard avait toujours un moyen. Moi, j'ai réfléchi toute la nuit. Le lendemain matin, j'ai appelé Marinette. Marinette venait 3 fois par semaine depuis que j'étais là. Elle gérait le chauffage à bois, s'occupait de la citerne d'eau, connaissait chaque humeur de cette vieille maison mieux que moi. Sans elle, certaines choses ici auraient été franchement difficiles à gérer. « Marinette, j'ai besoin que tu prennes des vacances pendant 6 semaines. Je te paye le double. » Il y a eu un silence. « Il se passe quelque chose, Madame Hélène ?»« Non, non, j'ai simplement besoin d'un peu de temps seul. » Elle n'a pas eu l'air convaincue. « Vous êtes sûr ?»« Tout à fait. Profitez-en pour aller voir votre sœur à Marseille. Vous me l'avez dit 100 fois que vous vouliez y aller. » Elle a hésité encore, puis elle a accepté. Quand elle est partie ce vendredi-là avec son grand sac en toile, elle s'est retournée sur le chemin. Vous savez que sans la vanne secondaire tournée de 2 crans, la pression d'eau du puits va être insuffisante?
Je lui ai souri. Je m'en souviendrai, Marinette. Elle m'a regardé de cette façon particulière que les gens ont quand ils savent que vous leur cachez quelque chose, mais qu'ils ne peuvent pas mettre le doigt dessus. Puis elle est montée dans le car du village et a disparu derrière le virage. J'ai regardé la maison, silencieuse, un peu sombre sous le ciel de novembre. Moi seul. Et la guerre qui allait commencer dans 11 jours. Ce soir-là, j'ai mal dormi. Non pas par inquiétude, mais parce que quelque chose s'était réveillé en moi que je ne reconnaissais plus très bien. Une détermination froide, tranquille, qui ne ressemblait pas à la colère, mais qui lui ressemblait. C'était peut-être ça la colère des gens patients. Celle qui prend du temps à monter, mais qui, une fois là, ne redescend plus. 2 jours après le départ de Marinette, je suis descendu au bourg dans ma vieille Renault. J'ai fait plusieurs arrêts, chez le quincaillier d'abord. Monsieur Valette, qui tient la boutique depuis 40 ans et qui me connaît depuis que Bernard et moi venions ici l'été avec Lucie, enfant. « Qu'est-ce qu'il vous faut, Madame Marchetti ?»« Des bougies, les grandes, celles qui durent. » Il a froncé les sourcils. « Problème d'électricité ? » ?»« Non, non, j'aime l'atmosphère. » Il m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose dans une langue inconnue, mais il n'a pas insisté. J'ai acheté 8 boîtes. Puis je suis passé chez le fournisseur de bois. « Je veux du bois vert », j'ai dit à l'homme qui chargeait les palettes. Il s'est arrêté. « Du bois vert ? Mais madame, ça ne chauffe pas, ça fume, ça colle dans le conduit, c'est... » « Oui, c'est exactement ce qu'il me faut. » Il m'a regardé comme si j'étais légèrement dérangé. J'ai chargé 2 stères de ce bois magnifiquement inutile dans le coffre et sur la banquette arrière. Ma dernière visite était chez Odette, ma voisine du chemin d'en haut. Elle avait 3 chiens qui aboyaient sans raison particulière, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Des chiens qu'elle adorait et qui terrorisaient les gens non habitués à la campagne. « Odette, » j'ai dit en m'asseyant sur son banc de pierre, « si tu vois de la lumière chez moi la nuit, n'en vois personne, d'accord ? Ce n'est rien, je fais juste de l'insomnie. » Elle a levé les yeux de son tricot. Ses lunettes étaient posées de travers sur son nez. « Tu es sûre ? » ?»« Certaine. Et si tes chiens ont envie de venir rôder autour de la maison le soir, laisse-les faire, j'aime les entendre. » Odette m'a regardé un long moment, puis elle a hoché la tête avec ce petit sourire de femme qui a compris bien plus qu'on a dit. « Comme tu veux, Hélène. » Elle n'a pas posé d'autres questions. C'est ce que j'aimais chez elle. Ils sont arrivés un vendredi en fin d'après-midi, Renaud au volant de sa grosse voiture, ses parents à l'arrière entourés de bagages. Jean-Pierre et Colette Aubert. Je les avais rencontrés 3 ou 4 fois depuis le mariage de Lucie et Renaud, à des repas de famille où tout le monde se comportait correctement parce que c'était nécessaire. Je savais peu de choses d'eux, sinon qu'ils venaient de la ville, qu'ils avaient toujours vécu en appartement, et que Colette avait l'habitude de commenter tout ce qu'elle voyait avec une précision qui ressemblait beaucoup à de la critique. Renaud a klaxonné en arrivant dans la cour. Je suis sorti avec le sourire que j'avais perfectionné pendant 38 ans pour accueillir des réunions de parents difficiles. « Bonsoir, entrez, le café est chaud. » Jean-Pierre était un homme de 65 ans, trapu, silencieux, avec l'air de quelqu'un qui approuve ou désapprouve les choses sans jamais prendre la peine de le dire ouvertement. Colette était vive, souriante, avec des yeux qui inventoriaient chaque pièce au fur et à mesure qu'elle y entrait. Elle m'a serré la main chaleureusement. « Quelle chance vous avez d'avoir cet endroit !» elle a dit. Et puis elle a regardé les murs de pierre, le plafond bas, la fenêtre unique de la cuisine, et j'ai vu la nuance dans ses yeux, le petit recalibrage, la révision à la baisse. Renaud est reparti 1 heure après, comme s'il déposait un colis. Il m'a dit au revoir rapidement. Je lui ai souri. Tout ira très bien. Je mentais, évidemment. Ou peut-être pas. Ça dépendait de quel côté on regardait les choses. Le premier soir, j'ai allumé la cheminée avec le bois vert. La fumée a été immédiate, épaisse, âcre. Elle a rampé dans la pièce avant même de trouver le conduit. Colette a toussé. Jean-Pierre a regardé le plafond. J'ai ouvert une fenêtre en m'excusant. « Le bois est un peu humide ce soir », j'ai dit. « Parfois c'est comme ça en cette saison. » La pièce s'est remplie de froid par la fenêtre ouverte et de fumée par la cheminée. Ils ont dîné avec leurs manteaux sur les épaules. J'avais préparé une soupe correcte, du pain, du fromage. Rien d'extravagant, mais honnête. Ce que j'avais omis de leur expliquer, c'est que la vanne secondaire du puits, celle que Marinette m'avait mentionnée, je ne l'avais pas tournée. L'eau coulait du robinet, mais à peine. Un filet maigre, irrégulier, qui s'arrêtait parfois 5 ou 10 secondes avant de reprendre. Colette a voulu remplir son verre au robinet. Elle a attendu. L'eau a goûté.
Elle a attendu encore. Je regardais ailleurs. La nuit, j'avais décidé de ne pas expliquer le fonctionnement du tableau électrique. Dans cette vieille maison, chaque zone avait son propre disjoncteur, mal identifié, rangé dans un coffret derrière une porte que rien ne signalait. Si on branchait quelque chose de trop puissant dans la chambre du fond, le disjoncteur sautait. Je le savais, je ne l'avais pas mentionné. À 11 heures du soir, alors que j'étais dans ma chambre à lire, j'ai entendu le silence soudain du couloir, le bruit de quelqu'un qui cherche à tâtons, puis la voix étouffée de Colette qui appelait Jean-Pierre. « Il n'y a plus de lumière, chérie. » Puis un juron discret et des pas qui cherchaient quelque chose. Je n'ai pas bougé. Je lisais Montaigne, ce qui, dans les circonstances, m'a semblé particulièrement approprié. Que sais-je? J'ai attendu 10 minutes avant d'aller frapper doucement à leur porte. « Tout va bien ? J'ai entendu le disjoncteur ? Laissez-moi voir. » Je l'ai remis. La lumière est revenue. « Merci, » a dit Colette avec une voix dans laquelle quelque chose avait légèrement changé. « Bonne nuit, » j'ai dit. Les jours suivants ont suivi ce rythme particulier que j'avais composé comme une partition. Chaque matin, les chiens d'Odette aboyaient à l'aube sur le chemin. La voisine les laissait se promener, comme je le lui avais demandé, et ils venaient flâner dans la cour avec une belle régularité. Jean-Pierre n'aimait pas les chiens. Je l'avais appris au 2e jour quand il m'avait demandé si je pouvais les tenir éloignés. Je lui avais expliqué avec regret que c'étaient des chiens libres appartenant à une voisine que je ne pouvais pas vraiment contrarier. « Je suis navré, » j'ai dit, « c'est la campagne. » Le problème du réseau téléphonique s'est révélé lui-même sans que j'aie besoin d'intervenir. Ici, dans cette partie de la Drôme, le signal existait à 2 ou 3 endroits précis, pas davantage. Devant la maison, au milieu du verger, en grimpant un peu sur le talus au fond du jardin. Nulle part dedans, nulle part dans les chambres. Colette passait une partie de ses matinées à marcher dans le jardin avec son téléphone levé, cherchant les quelques barres qui lui permettraient d'appeler Renaud ou ses amis. Jean-Pierre avait arrêté d'essayer au bout de 2 jours et se contentait de regarder par la fenêtre avec l'expression de quelqu'un qui fait le deuil de quelque chose d'important. Je leur avais proposé d'utiliser mon téléphone fixe, ce vieux téléphone que Bernard avait fait installer, qui sonnait fort et dont le fil ne permettait pas de s'éloigner de plus de 2 mètres de la cuisine. Colette avait passé un appel depuis le fixe, debout dans ma cuisine, sous la lumière froide du matin, d'une voix un peu gênée. Je n'avais pas quitté la pièce. Je préparais mon café tranquillement. La question du chauffage était la plus délicate à gérer, parce qu'elle touchait au confort réel, et qu'une partie de moi, celle que 38 ans d'enseignement avait rendue responsable de ses actes, surveillait jusqu'où elle pouvait aller. Je ne voulais pas qu'ils aient froid au sens dangereux. Je voulais seulement qu'ils aient froid au sens inconfortable. Il y avait une différence, je la connaissais. Le bois vert brûlait mal, chauffait peu, fumait beaucoup. Il y avait des radiateurs électriques d'appoint dans les chambres, anciens, bruyants, qui consommaient énormément. J'avais mis les vieux, ceux qui grondaient comme des moteurs et qui sentaient la poussière brûler dès qu'on les allumait. Les nouveaux, plus silencieux, plus efficaces, étaient dans la remise, sous une bâche. Je ne les avais pas mentionnés. Colette a commencé à ranger des choses. C'est quelque chose que j'ai remarqué au bout d'1 semaine. Elle déplaçait des objets, repositionnait des cadres, ouvrait des placards pour évaluer leur contenu. Un jour, j'ai retrouvé la photo de Bernard que j'avais posée sur le rebord de la fenêtre de la salle à manger, déplacée sur le buffet, à côté d'un bibelot qu'elle avait sorti d'un carton sans me demander. J'ai remis la photo à sa place sans rien dire. Le lendemain, elle avait encore bougé. Je l'ai remise. Ce manège a duré 4 jours. Le 5e jour, j'ai posé la photo sur le rebord de la fenêtre et j'ai dit à Colette, très calmement, en préparant le dîner, « Bernard aimait que sa photo soit là, parce qu'il voyait les platanes. » Elle est restée à sa place depuis. Jean-Pierre, lui, avait pris l'habitude de s'installer dans le fauteuil de Bernard le matin avec son journal. Le 1er matin, je n'avais rien dit. Le 2e non plus. Le 3e matin, je m'étais assise dans le fauteuil avant lui, avec mon café et mon livre, et j'y étais restée jusqu'à midi. Je ne lui avais pas expliqué. Je n'avais pas eu besoin. Il avait compris quelque chose et ne s'était plus assis dans ce fauteuil. Les gens comprennent ce qu'on n'explique pas, quand on prend la peine de ne pas l'expliquer clairement. Au bout de 10 jours, un soir, Colette m'a demandé si on pouvait envisager que Marinette revienne. Elle aurait besoin d'aide pour certaines choses, la machine à laver qui avait ses propres exigences, le poêle du couloir dont elle ne comprenait pas le réglage. J'ai répondu que Marinette était en vacances et que je ne voulais pas la déranger. C'est la première vraie conversation que nous avons eue, Colette et moi, à voix presque normale, sans les politesses de surface.
Elle m'a regardé. Je lui ai rendu son regard. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, pas encore de la compréhension, mais le début d'une question. Je suis allé me coucher. Cette nuit-là, j'ai très bien dormi. La 3e semaine, la pluie est arrivée. Cette pluie de novembre qui, dans la Drôme, peut durer des jours entiers, lourde, froide, transformant le chemin de terre en boue et coupant visuellement la maison du reste du monde. Il n'y avait nulle part où aller à pied. La voiture que Renaud leur avait laissée était garée dans la cour, mais Jean-Pierre conduisait peu, et le bourg le plus proche était à 12 kilomètres par une route que la pluie rendait désagréable. Ils se sont retrouvés à l'intérieur, tous les deux, du matin au soir, avec le bruit de la pluie sur les tuiles, le grincement des volets, la fumée paresseuse de la cheminée, et moi qui lisais dans mon coin sans les inviter à la conversation, mais sans les ignorer non plus. C'était un équilibre que j'avais appris à tenir. Ni l'hostilité, ni la chaleur. La politesse exacte, ni plus ni moins. Colette a commencé à appeler Renaud depuis le verger malgré la pluie. Je la voyais de la fenêtre, debout sous son parapluie, son téléphone levé, ses lèvres qui bougeaient. Jean-Pierre regardait par la fenêtre du salon sans expression particulière. Je me demandais ce qu'il pensait, cet homme. S'il avait conscience de ce qui se passait, s'il comprenait que quelque chose dans cette maison résistait à leur présence sans jamais formuler ouvertement cette résistance. Les gens discrets comprennent souvent plus qu'ils ne le montrent. Un après-midi de pluie, il est venu s'asseoir à la table de la cuisine où je corrigeais de vieux poèmes que je recopiais dans un carnet. Il a regardé ce que je faisais. Il a dit « Vous aimez la poésie ?» J'ai répondu que oui. Il a dit « Ma mère lisait du Prévert ». J'ai répondu « C'est un bon début ». On n'a pas dit grand-chose d'autre, mais quelque chose avait changé dans l'air entre nous, comme si une fenêtre s'était ouverte d'1 centimètre. C'est Colette qui a craqué la première, pas brutalement, pas en scène, mais progressivement, la façon dont on abandonne une position qui n'est plus tenable. Elle a appelé Renaud un matin, et j'ai entendu depuis la cuisine des bribes de la conversation, le ton de sa voix, la façon dont elle cherchait ses mots. Le soir, Renaud a appelé sur le fixe. « Maman, tu pourrais faire un effort ?» Sa voix était tendue, légèrement accusatrice. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence faire son travail. « Lucie, j'ai dit finalement, je fais tout ce que je peux. Cette maison est ce qu'elle est, je ne peux pas la transformer. » Long silence de l'autre côté. Puis, ils disent que c'est difficile. Je sais, j'ai répondu. C'est la campagne. La campagne, c'est difficile pour les gens qui n'y sont pas nés. Je lui ai souhaité bonne nuit et j'ai raccroché la première. Ce soir-là, assis seul dans la cuisine après qu'ils furent allés se coucher, j'ai pensé à Bernard, à la façon dont il aurait géré ça. Lui qui avait été toute sa vie un homme de compromis, de patience, de diplomatie. Puis j'ai pensé que peut-être ce n'était pas tant de la diplomatie que de la bonté, et que la bonté n'était pas synonyme de capitulation. La bonté avait ses limites. On pouvait être bonne et tenir bon en même temps. C'était ce que j'essayais de faire. Je n'étais pas cruel. J'étais honnête sur ce qu'était ma vie ici, et sur le fait qu'elle n'avait pas été conçue pour recevoir des gens que personne ne m'avait demandé si je voulais recevoir. La 4e semaine, les conversations entre nous trois ont pris un tour différent. Moins de politesse de surface. Plus de vrai silence, et dans ce vrai silence, quelque chose de moins faux. Jean-Pierre m'a aidé un soir à rentrer des bûches depuis le tas de bois, sous la pluie. On n'avait pas parlé, on avait juste transporté le bois. Il avait l'air d'un homme qui préférait faire plutôt que dire, ce que je respectais. Colette avait commencé à préparer le café le matin sans me le demander, ce qui était une manière de contribuer que j'avais acceptée. Ces petits gestes ne changeaient pas le fond des choses, mais ils rendaient les journées moins tendues. C'est à ce moment-là que Renaud a appelé pour dire que les travaux prenaient du retard, peut-être encore 6 semaines. Ma fille a appelé dans la foulée, avec cette voix légèrement coupable qu'elle prenait maintenant systématiquement. Je lui ai dit calmement que je n'étais pas disponible pour 6 semaines supplémentaires. Elle s'est mise en colère, pas longtemps, parce que j'avais une façon de rester calme qui, depuis qu'elle était enfant, décourageait ses colères. « Maman, tu es impossible. » Je lui ai répondu que j'étais simplement honnête sur ce que je pouvais offrir. La conversation s'est terminée là, dans un désaccord poli. Ce soir-là, j'ai parlé à Jean-Pierre et Colette directement, à table, après le dîner, sans détour. Je leur ai dit que j'avais été heureuse de les accueillir, mais que ma maison n'était pas faite pour une cohabitation longue durée, que j'avais besoin de retrouver mon espace,
et que je pensais qu'eux aussi avaient besoin de retrouver leur confort. Colette a baissé les yeux. Jean-Pierre a posé ses mains à plat sur la table. Silence. Puis Jean-Pierre a dit, d'une voix basse, « On comprend. » 2 mots. Mais 2 mots qui avaient du poids. Colette n'a rien dit. Elle a hoché la tête lentement. Il n'y avait pas d'hostilité dans la pièce. Il y avait quelque chose de plus compliqué et de plus honnête que ça. Renaud est venu les chercher 2 jours plus tard. Il avait l'air fatigué, un peu absent, comme quelqu'un qui commence à voir les contours d'une situation qu'il avait préféré ne pas regarder en face. Il a chargé les valises dans la voiture sans dire grand-chose. Colette m'a embrassé sur les joues au moment de partir. Je lui ai rendu ses bises. Jean-Pierre m'a serré la main et m'a dit « Merci, Madame Marchetti », avec une sobriété que j'ai appréciée. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui me remercie pour l'hospitalité. Il avait l'air de quelqu'un qui me remercie pour quelque chose de moins simple que ça. Peut-être d'avoir été honnête. Renaud m'a regardé une dernière fois depuis la voiture. Je lui ai souri. Il n'a pas souri. Il a démarré. J'ai regardé la voiture disparaître au bout du chemin de terre. Le silence est revenu, immédiatement, proprement, comme de l'eau qui remplit un espace qu'on lui rend. J'ai fait le tour de la maison lentement. J'ai remis la photo de Bernard à l'endroit exact où je l'aimais, face au platane. J'ai ouvert la fenêtre de la cuisine. L'air sentait la terre mouillée et quelque chose de végétal, de propre. J'ai fait du café. Je me suis assise dans le fauteuil de Bernard. Je n'ai rien fait d'autre pendant 1 heure. J'ai juste été là. Le lendemain, j'ai rappelé Marinette. Elle est revenue 3 jours après avec ses grands sacs, ses clés qui cliquetaient et sa façon directe d'entrer dans la maison comme si elle en faisait partie, ce qui était un peu vrai. Elle a fait le tour des pièces avec son œil de professionnel. Elle a tourné la vanne secondaire du puits, la pression est revenue normalement. Elle n'a pas dit un mot. Elle m'a regardé avec ce petit sourire de quelqu'un qui a compris ce qu'on ne lui a pas dit, et elle a commencé à allumer correctement la cheminée avec du bois sec. J'ai mis du bois vert à la décharge de Monsieur Valette quelques jours plus tard. Il ne m'a pas demandé d'explication. Lucie ne m'a pas appelé pendant 3 semaines après le départ de ses beaux-parents. Quand elle a finalement appelé, sa voix était différente, moins sûre d'elle, plus prudente. On a parlé de choses légères d'abord. Puis elle a dit, doucement, comme si elle testait quelque chose. « Tu aurais pu faire un effort, maman. » J'ai pris le temps de répondre. J'ai dit, « J'ai fait exactement l'effort que j'étais capable de faire, Lucie. Et toi, tu as fait exactement ce que tu étais capable de faire aussi. Ni l'un ni l'autre n'était une erreur. C'était simplement ce que nous étions à ce moment-là. » Elle a été silencieuse longtemps. Puis elle a demandé si elle pouvait venir me voir le mois prochain. J'ai dit oui, bien sûr, viens seule. On a raccroché. C'était, pour nous deux, quelque chose de nouveau. Ce printemps-là, j'ai repris le jardin de Bernard. Je ne l'avais presque pas touché depuis mon arrivée, comme si y mettre les mains revenait à accepter qu'il ne reviendrait pas pour s'en occuper lui-même. Mais ce matin d'avril, après que la pluie eut rendu la terre souple, j'ai pris ses outils dans le hangar. Ses gants, son sécateur, sa petite pelle aux manches usées. J'ai travaillé la matinée entière, agenouillé dans la boue, à dégager les mauvaises herbes, à tailler les branches mortes, à libérer les rosiers qui avaient poussé de travers sous le poids de l'hiver. Je parlais à Bernard pendant que je travaillais, pas à voix haute, dans ma tête, mais clairement, comme une conversation ordinaire. « Tu vois l'état dans lequel tu les as laissés ? On a bien rigolé, mon vieux. » Marinette regardait depuis la fenêtre de la cuisine. Quand je suis entré pour le déjeuner, elle avait préparé de la soupe. Elle ne m'a pas demandé si ça allait. Elle savait que oui. On a mangé ensemble à la table de la cuisine, avec dehors la lumière d'avril qui commençait à changer les couleurs. Cette lumière de printemps provençal qui vous donne l'impression que la terre respire. J'ai pensé que j'étais bien, que c'était peut-être suffisant. Que suffisant n'était pas un mot triste, c'était un mot honnête. Quelques semaines plus tard, une femme du village m'a abordé devant la boulangerie. Elle avait l'air de quelqu'un qui a décidé de parler avant d'avoir le temps de se raviser. « Vous êtes Hélène Marchetti ? Madame Ferraud m'a dit que vous étiez professeur de français. » Je lui ai dit que j'avais pris ma retraite. Elle m'a expliqué qu'il y avait un petit atelier d'écriture dans la bibliothèque du bourg, le jeudi soir, 6 ou 7 personnes, des retraités pour la plupart, quelques moins âgés. Est-ce que j'aurais envie de les rejoindre ? J'ai hésité une seconde, cette hésitation qu'on a quand on s'est tenu éloigné des autres assez longtemps pour avoir oublié que la compagnie peut être bonne. Puis j'ai dit oui. Le jeudi suivant, j'y suis allé. Il faisait froid dehors. La bibliothèque était petite, trop chauffée,
avec des chaises en plastique et une table ronde trop grande pour la pièce. Il y avait 7 personnes. Un ancien facteur qui écrivait des nouvelles policières, une femme qui avait vécu en Afrique pendant 20 ans, un lycéen timide qui se demandait ce qu'il faisait là, un couple qui finissait les phrases l'un de l'autre. On a lu des textes, on a discuté. Personne n'a demandé d'où je venais, ni pourquoi j'étais seul, ni ce que j'avais fait de ma vie. On parlait de mots, de ce que les mots font aux choses, de ce qu'on essaie de dire et de ce qui nous échappe. Je suis rentré tard et j'ai dormi d'un sommeil profond, sans rêve particulier. Le printemps a avancé. Les rosiers de Bernard ont fleuri, timidement d'abord, puis avec cette générosité un peu excessive qu'ils avaient toujours eue. Des roses d'un rouge qui tiraient vers le bordeaux, épaisses, parfumées, tellement parfumées qu'en juin, on les sentait depuis le chemin. J'en coupais quelques-unes le matin, les mettais dans le vase de la cuisine, à côté de la photo de Bernard. Je lui disais, elles sont encore là. Comme moi, il devait trouver ça raisonnable. J'ai appris quelque chose cette année-là que je n'aurais pas pu apprendre autrement. Que la solitude et la paix ne sont pas la même chose. Qu'on peut être entouré et ne pas être en paix. Qu'on peut être seul et ne pas être solitaire. Du moment qu'on choisit sa solitude, qu'elle vous appartient, qu'elle est la vôtre. Que les gens qui vous aiment vraiment ne vous prennent pas votre espace pour le remplir de leurs besoins. Qu'on peut aimer sa fille et lui dire non. Qu'on peut respecter des gens et les laisser partir. Que la dignité, à 69 ans, après 38 ans d'enseignement et une vie construite à deux et un deuil traversé seul, la dignité n'est pas quelque chose qu'on négocie. Lucie est venue en mai, comme elle l'avait dit, seule. On a marché dans le jardin, on a regardé les roses. Elle m'a dit qu'elle ne m'avait pas comprise pendant longtemps et qu'elle commençait peut-être à comprendre. Je lui ai dit que c'était bien, que comprendre prenait du temps, que j'avais mis des années à comprendre ma propre mère et que je regrettais d'avoir mis si longtemps. On a bu du café sur le banc de pierre de Bernard. Le soir, elle est restée dîner. On a parlé de Bernard, de choses qu'on n'avait jamais dites parce qu'il y avait toujours eu une raison de ne pas les dire. Quand elle est repartie le lendemain, on s'est embrassé différemment que d'habitude. Plus franchement, peut-être. Je vis toujours dans cette maison. Je n'ai pas vendu. Je n'ai pas eu besoin de partir pour trouver ma liberté. J'ai trouvé ma liberté exactement là où j'étais, dans la décision de ne pas abandonner l'endroit qui m'avait été précieux sous prétexte que quelqu'un d'autre en avait décidé autrement sans me le demander. Les roses fleurissent chaque été. Marinette vient toujours 3 fois par semaine. Le groupe d'écriture se réunit le jeudi. Les chiens d'Odette aboient le matin, et maintenant ça me manquerait s'ils s'arrêtaient. Ce que j'ai compris, à 69 ans, avec tout ce que j'ai traversé, avec tout ce que j'ai perdu et tout ce que j'ai gardé malgré tout, c'est ceci. On ne se doit pas à ceux qui ne se sont pas demandé ce qu'on portait. On n'est pas disponible par défaut. On n'est pas un espace vide en attente d'être rempli. On est une vie complète, même seule, même silencieuse, même invisible pour ceux qui regardent de loin et ne voient qu'une vieille femme dans une grande maison. Cette vie, elle m'appartient. Elle a toujours m'appartenu. J'ai juste pris le temps de me le rappeler.